Dans cette troisième partie, nous allons traiter 3 débats contemporains sur le Yémen moderne. Alors, le premier élément, le premier débat, la première question importante, ça a quand même été le fil conducteur de nos 10 premières minutes, c'est l'influence du coup de l'Arabie Saoudite. On a vu que l'Arabie Saoudite, en 1926, n'a pas accepté le Yémen dans sa forme moderne. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite considère toujours, et ça c'est hérité de l'époque de l'Empire ottoman, où l'Arabie Saoudite et le Yémen étaient en fait fusionnés en une seule et même entité, que le Yémen devienne véritablement un pays indépendant. L'Arabie Saoudite considère toujours que le Yémen est une espèce d'excroissance territoriale qui lui appartient de facto, avec évidemment les intérêts territoriaux. Donc on a vu que dans les années 30, finalement, une grande partie du territoire avait été imputée au Yémen, ce qui vous donnera le traité de Taïf. On a vu qu'en 1962, la perspective que le Yémen puisse devenir une république socialiste, bassiste et nassériste n'a pas été acceptée par l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est un pays wahhabiste, salafiste et qu'elle se considère comme les lieux saints de l'islam, donc par nature elle ne peut pas accepter le principe du bassisme et du nassérisme laïque. Donc là on a vu que le destin du Yémen a du coup été perturbé, et on a vu également que le Yémen a été sanctionné par l'Arabie Saoudite pour ne pas avoir été capable de soutenir la coalition contre Saddam Hussein. Donc on peut considérer que finalement l'Arabie Saoudite, et on va le voir pendant les révolutions arabes, ce qui s'est passé par exemple au Bahreïn en 2011, où le dirigeant Al-Khalifa a été soutenu contre les mouvements démocratiques de la capitale du Bahreïn. On va le voir également dans le cas par exemple de la Syrie, où là, à contrario, l'insurrection de l'armée syrienne de libération va être soutenue par l'Arabie Saoudite contre le régime de Bachar el-Assad. Donc oui, on peut considérer que le Yémen dépend entièrement des préoccupations de l'Arabie Saoudite, de son aide pétrolière, de son aide financière et surtout de l'influence fondamentale qu'a l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis, qui fait que quand les Saoudiens sont contre les Yéménites, forcément les Américains le sont également mécaniquement. Donc c'est une forme de protectorat saoudien. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est savoir est-ce que véritablement le Yémen est cette espèce d'îlot démocratique à l'intérieur de la péninsule arabique. Parce que vous savez très bien que ce soit les Émirats arabes unis, que ce soit le Oman, que ce soit Bahreïn ou Qatar qu'on ne voit pas, ou l'Arabie saoudite, ce ne sont pas des démocraties. La religion d'État est l'islam. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas véritablement d'état de droit. On voit régulièrement le traitement des musulmans trop modérés ou des minorités chrétiennes. On voit également le code du droit sur la femme. Alors que le Yémen, d'ailleurs depuis les années 30, peut être considéré comme une véritable, enfin pas comme une véritable démocratie, mais comme un pays qui pose les jalons de la démocratie dans cette période-là. Alors ça, c'est lié à 2 choses. L'importance, on l'a dit, des mouvements yéménites libres, qui par leur caractère socialiste et donc social, vont introduire toutes les notions de liberté de la presse, du multipartisme, de l'état de droit, et que même s'ils ne prennent le pouvoir qu'en 1962, ils introduisent quelque part une dynamique de liberté au niveau économique et au niveau politique. Et le deuxième élément important, c'est l'importance de l'administration britannique, parce que vous savez que, comme je vous l'ai dit de tout à l'heure, jusqu'en 1967, le Yémen Sud va être un protectorat britannique. Par la création de cette administration, par la création de centres de réflexion, par la volonté de gérer à l'image du modèle anglais des dominiums le Yémen comme il se doit, ça va aussi introduire une tradition démocratique qui finalement va être synthétisée par Abd Saleh, qui va prendre le pouvoir en 1978, en 1990. Je vous rappelle que le Yémen a également une constitution, le multipartisme est autorisé, il y a un code de la femme qui est relativement libéral, et il y a même un conseil consultatif élu au suffrage indirect qui conseille directement le président et le chef de l'exécutif au Yémen. Donc un semblant de démocratie qui pourrait peut-être servir d'îlot pour le déclenchement de futures révolutions en Arabie Saoudite, comme l'ont été les révolutions arabes en 2011. La dernière question à se poser, c'est aussi la question de l'influence du terrorisme islamique. Alors là, l'événement important, c'est l'attentat qui avait eu lieu en 2000 à proximité d'Aden contre le porte-avions l'USS Cole, qui a révélé la présence d'Al-Qaïda à l'intérieur de ce Yémen. En 2009, la création d'AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule islamique, est à la fois une fusion
des cellules d'Al-Qaïda qui se situent en Arabie Saoudite et de celles qui étaient présentes au Yémen depuis la fin des années 90. Donc ça vous prouve bien que les djihadistes d'Al-Qaïda qui opèrent en Arabie Saoudite ont pu se réfugier à partir des années 2000 à cause de la répression d'Iyad contre eux-mêmes, et ils ont pu fusionner avec la branche yéménite pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle AQPA. Donc on estime que l'émergence d'Al-Qaïda par les attentats de 93 à New York, par ceux de 98 au Kenya, en Tanzanie, et par ceux de l'USS Cole ont en grande partie été préparés au niveau de cette zone-là. Donc aujourd'hui, le Yémen est un foyer d'insurrection, là vous voyez les zones hachurées en rouge d'Al-Qaïda, puis un peu plus au niveau de l'Est, également la présence de cellules alliées à Daesh.